Bonjour, mesdames et messieurs. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver dans cette émission Regard sur l'Afrique. Bien, aujourd'hui, nous allons aborder des sujets, sinon trois sujets, pas des moindres. Nous allons aborder la situation politique au Sénégal, euh, le, le limogeage de Ousmane Sonko, hein, et la nomination d'un technocrate à la primature. Et puis nous allons également aborder son élection à la tête de l'Assemblée nationale comme président. Et comme toujours, nous allons aborder dans un premier temps l'histoire, sinon la suppression de visas du côté du Congo et également. Après le Togo, c'est le Congo. Et à la fin, nous allons aborder, n'est-ce pas, euh, voilà, au-delà comment dire, du Sénégal, du Congo, nous allons également aborder, n'est-ce pas, la rencontre entre Ibrahim Traoré, le président de la CEDEAO, enfin, le président du Burkina Faso, et également entre voilà, Lassana Kouyaté. Nous allons aborder ces trois sujets-là très rapidement. Et comme toujours, ce sera avec le confrère Anissé qui est toujours au rendez-vous. Chers confrères, bonjour et merci d'être à ce rendez-vous d'échange. Bonjour aux Prudence, bonjour et merci encore une fois de m'avoir convié à cette émission Regard sur l'Afrique et j'espère que nous allons avoir des échanges intéressants pour nous bien sûr, mais également pour ceux qui nous suivent. Exactement. Et sans transition, nous allons aborder le tout premier sujet, mais très rapidement. Il s'agit de l'exemption de visa du côté du Congo, c'est-à-dire la suppression progressive des visas au Togo, au Congo, et bientôt d'autres pays, pourquoi pas. Alors, cette avance en dehors des cadres comment dire, institutionnels comme la CEDEAO. Alors, ces initiatives, que ce soit bilatérales ou nationales, compensent-elles l'effritement des grandes organisations régionales ou créent-elles un désordre supplémentaire? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la CEDEAO a 51 ans. Alors, si ces initiatives se prennent individuellement entre pays, ne voit-on pas là l'effritement de la CEDEAO? On a, comme on a envie de le dire, une désorganisation que ce soit de la CEDEAO ou bien de l'Union africaine de façon générale. Euh, Merci de la question. Je crois que c'est ce qu'on disait la fois dernière lorsque le Togo avait pris la décision de supprimer les visas pour tous les Africains. Nous avions dit effectivement que c'est une sorte d'échec de la part de l'Union africaine qui est la principale organisation d'intégration panafricaine. Et donc, de telles initiatives devraient être prises au niveau d'Addis Abeba, la capitale de l'Union africaine. Mais on voit que ce sont des pays à leur propre initiative qui prennent la décision de supprimer les visas. Donc la dernière fois, c'était le Togo. Avant le Togo, c'était le Rwanda, c'était le Ghana. De tels pays qui prennent des décisions qui les avantagent bien sûr, mais qui avantagent également ceux qui veulent voyager dans ces pays sans obligation de visa. Et donc, si les pays prennent des décisions comme cela, c'est que il y a des intérêts à défendre. Et d'ailleurs, on voit une sorte de bousculade effectivement. Voilà, une semaine à peine ou 2 semaines, je ne sais plus, après la décision du Togo, c'est le Congo d'annoncer la même décision. Et la question que nous nous étions posée, pourquoi est-ce que ces pays ne se mettaient pas ensemble? Justement, au niveau du moins des organisations sous-régionales, si au niveau de l'Union africaine, ça ne peut pas se faire, pourquoi on ne dirait pas, le Congo, par exemple, fait partie de l'or- l'organisation de l'Afrique centrale, hein, la communauté des États de l'Afrique centrale, ça peut se prendre également à ce niveau-là.
À l'ouest, justement, le Togo fait partie de la CEDEAO. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la CEDEAO qui prendrait une telle décision? Le Kenya et le Rwanda font partie de la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Pourquoi est-ce que, au moins, ces organisations sous-régionales ne prendraient pas de telles initiatives? Ce qui veut dire, justement, il y a d'abord de la concurrence au niveau des pays, mais également c'est une faillite de l'intégration panafricaine puisque ce sont des organisations qui devraient normalement s'engager sur cette voie-là. Voilà. Normalement, ce sont des organisations, mais on voit que ce sont les pays qui prennent ces genres d'initiatives. Bon, à la longue, nous espérons en tout cas que voilà, ces initiatives se prendront de commun accord au haut niveau. Quand nous parlons de haut niveau, c'est bien sûr au niveau de l'Union africaine, pourquoi pas, pour que voilà, tout Africain se sente à l'aise dans ses déplacements, dans la libre circulation, que ce soit du bien ou des personnes. Alors, c'est le lieu d'aborder le second sujet, à moins que vous avez encore quelque chose à dire par rapport à ce sujet de suppression de visa. Non, il faut dire tout simplement que ce sont des initiatives très louables, hein, puisque la suppression de visa est quelque chose qui serait bénéfique pour tout le monde. Alors c'est pour cela justement qu'on se demande pourquoi tout le monde d'ailleurs ne le fait pas, mais surtout les organisations panafricaines ou sous-régionales devraient s'engager sur cette voie. C'est une bonne chose, c'est une bonne initiative, mais qui se prend au niveau qui n'est pas le mieux indiqué, si je vais dire. Voilà. Alors, nous allons aborder le, le second sujet, sinon le deuxième sujet de cette émission. Euh, vous le disiez, sinon vous l'abordez cette semaine, en début de semaine, dans votre émission. Alors, en quelques jours, Ousmane Sonko est passé de Premier ministre limogé au président de l'Assemblée nationale. Alors, est-ce tout de suite la question que beaucoup se posent, sinon l'on est en droit de se poser, est-ce une défaite politique déguisée en victoire institutionnelle ou une position de force qui lui permet de contrôler le législatif face à un exécutif qui vient de le congédier? Il a fait en tout cas une démonstration de force, ne fût-ce que voir la façon triomphale dont il est entré à l'Assemblée nationale sous les acclamations de ses collègues députés, mais également le score qu'il a eu pour être Exactement. élu au perchoir. Il y a eu 133 voix, je crois. Il n'y a eu qu'une seule Oui, abstention, donc pas de vote contre, même si les députés de l'opposition, évidemment, n'ont pas participé à l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Mais comme je disais en début de semaine, effectivement, comme vous le rappeliez, c'est que d'abord, même si c'est une démonstration de force, mais c'est également un échec pour le pays, puisque ça dénote une sorte de refus de cohabitation à la tête de l'exécutif entre deux anciens alliés. Ça veut dire Ousmane Sonko, Premier ministre, et son président Bassirou Diomaye Faye. Mais ce que je disais dans cette émission à laquelle vous faisiez allusion, c'est que je me demandais si, d'ailleurs ce n'est pas moi, c'est que c'est des réactions que j'ai suivies sur les réseaux sociaux. D'aucuns se demandaient si Ousmane Sonko ne manquait pas d'humilité. D'abord, vous voyez justement, euh, il n'a pas su, puisqu'il exigeait que ce soit le président qui lui soit loyal, puisque c'est lui qui l'a fait, cela on le sait. C'est Ousmane Sonko, lorsqu'il a été empêché de se présenter à la présidentielle en 2024, c'est lui qui a désigné Bassirou Diomaye Faye pour qu'il soit élu président. Donc, il a tout fait pour que le président soit président. Ça, c'est un fait, tout le monde le sait.
Et quand Bassirou Diomaye Faye a été élu, il l'a nommé Premier ministre. Alors, justement, on dit que le pouvoir ne se partage pas. Fort de sa popularité, c'est lui qui est à la tête du parti majoritaire. Il pensait que le président doit lui obéir. Alors que, constitutionnellement parlant, c'est lui qui doit obéissance au chef de l'État. Et donc, il voulait inverser les positions. Évidemment, tout le monde a son amour propre et le président n'allait pas accepter cela. Et je pense que ce qui a fait que les deux hommes ne se sont pas attendus. Évidemment, il y a une question de personnalité, mais il y a également des mésententes apparemment sur des sujets politiques, des sujets de société également, notamment sur la dette publique. C'est ce que j'ai entendu. Euh, et donc, il y a ce point qu'Ousmane Sonko possiblement manquerait d'humilité. Ça, c'est le premier point, puisqu'il voulait que ce soit le président qui lui obéisse, alors que c'est le contraire qui devait se passer institutionnellement par là. Et puis, deuxième point qui montre que peut-être qu'il manque d'humilité, c'est qu'il a exigé que celui qui était président de l'Assemblée nationale, puisqu'il venait d'être limogé du poste de Premier ministre, il a exigé que celui qui était président de l'Assemblée nationale lui cède la place. Parce que je ne crois pas que Malik Ndiaye a démissionné de son propre gré. C'est qu'il y a été contraint. Il a été poussé par les hommes d'Ousmane Sonko. On lui a dit, maintenant vous étiez à la tête de l'Assemblée nationale et puisque Ousmane Sonko l'a voulu, maintenant qu'il est là, vous vous dégagez, vous lui laissez la place. Évidemment, il n'avait pas de choix. Il devait obéir. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens, des observateurs, des analystes qui pensent que Ousmane Sonko manque de respect. Mais ce qu'on peut dire, évidemment, c'est que maintenant la rupture est consommée entre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Je ne vois pas comment ils pourront se retrouver. Bien sûr, ils ne vont pas peut-être, ils vont essayer de s'arranger pour le bien du pays, mais ça veut dire que la rupture est consommée. C'est ce qu'on voit. Mais même si Ousmane Sonko a fait preuve, a fait une démonstration de force, comme on l'a vu, on peut l'accuser de manquer d'humilité, mais il a montré que c'est lui, l'homme est fort, l'homme politique le plus fort du pays. Il l'a montré. Mais d'un autre côté, on peut dire que la situation qui prévalait à la tête de l'exécutif du Sénégal ne pouvait pas durer. Ça veut dire, en fait, ça bloquait le fonctionnement des institutions. Si le président ne peut pas suivre les directives que lui donne le président de la République, évidemment, les institutions ne peuvent pas fonctionner. Donc, ça veut dire qu'il fallait absolument que le président prenne la décision qu'il a prise finalement, de démettre Ousmane Sonko de son poste de Premier ministre pour qu'il nomme quelqu'un qui sera plus obéissant à ce qu'il lui dit. On ne peut pas dire, j'ai un Premier ministre qui est plus fort que moi. Ousmane Sonko le disait lui-même, je crois, j'ai lu quelque part qu'il a dit que les Sénégalais n'avaient pas l'habitude de voir un Premier ministre fort. Mais vous êtes fort, bien sûr, mais vous ne pouvez pas être plus fort que le chef de l'État lui-même. Et donc, je pense que le président a été obligé de prendre la décision de démettre Ousmane Sonko, mais monsieur, évidemment, il s'est empressé de montrer qu'il était le plus fort. Et donc, pour le bien du pays, pour le bien des institutions du Sénégal, il fallait que le président de la République limoge Ousmane Sonko. C'est ce qu'il a fait.
Et puis maintenant, Ousmane Sonko a le parti pour lui, il a les députés pour lui, bien sûr. Il va faire élire des lois peut-être qui vont dans le sens qu'il veut, mais il faut souligner que du point de vue de la Constitution, c'est le président qui garde la main sur la plupart des pouvoirs régaliens. C'est lui qui contrôle le gouvernement, enfin le gouvernement, bien sûr. C'est lui qui va contrôler l'armée, c'est lui qui contrôle la police, la justice et tout cela. Évidemment, lui aussi, j'espère que personne d'entre eux, comme l'a promis d'ailleurs Ousmane Sonko, que personne n'essaiera d'abuser de sa position dans ce bras de fer qui les oppose désormais. Alors, parlons du non-respect de Ousmane Sonko vis-à-vis de son président. Quelque part, il serait en droit de réagir à la façon dont il a fait, d'autant plus que le PASTEF, le parti qui les a portés au pouvoir, sinon qui a porté Diomaye Faye au pouvoir, ils avaient une ligne directive à suivre. Et donc, au moment donné, au moment où nous sommes venus au pouvoir, que moi, en tant que Premier ministre, je vois que tout ce que nous avons dit au départ n'est plus conforme à ce que je suis en train de voir. Quelque part, je ne serais pas quand même en tort de réagir ou bien de réclamer, ou bien d'essayer de mettre le train sur les rails au moment où je vois que ça déraille un peu. Ça veut dire, ça déraille, c'est qui se fait dérailler? C'est le président de la République ou c'est... Tout à fait, c'est le président. Oui. De par sa façon d'agir et voilà les décisions qu'il serait en train de prendre, ses rapprochements et tout. C'est en partie vrai, oui, ça veut dire, mais dans tous les pays du monde, euh, il y a des promesses qu'on fait lors de la campagne électorale, et puis il y a la réalité du pouvoir politique. Qu'on le veuille ou non, même si Ousmane Sonko avait été élu président de la République, il aurait été obligé d'ajuster le projet politique qui était le sien. C'est normal. Quand vous êtes dans l'opposition, vous faites évidemment des projets qui correspondent à votre vision politique, mais une fois au pouvoir, il y a la réalité du pouvoir. D'abord, il y a le terrain, il y a la conjoncture et il y a également euh, la, le concert des nations. Ça veut dire, vous avez fait votre projet en fonction de ce que vous croyez, de vos convictions politiques, et c'est normal. Mais une fois au pouvoir, vous allez voir, par exemple, qu'il y a des discussions que vous devez avoir avec les institutions internationales, économiques ou autres, les organisations politiques internationales, mais également vos partenaires. Vos partenaires, que ce soit bilatéraux ou multilatéraux. Et dans ce cas-là, qu'on le veuille ou non, vous serez obligé d'ajuster votre programme politique. Et donc, je ne veux pas euh, reprocher au président de la République du Sénégal d'avoir voulu apporter quelques ajustements au programme qui était celui du PASTEF au moment des, de la campagne électorale. Ce qui peut-être a manqué justement, qu'on peut reprocher aux deux hommes, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les ajustements qu'il fallait. Il aurait fallu, puisque l'un était Premier ministre et l'autre était président de la République, il aurait fallu justement qu'ils se mettent d'accord sur les ajustements à apporter. S'ils n'ont pas réussi, bien sûr, c'est là justement où entre en jeu leur rivalité politique en prévision des échéances qui arrivent en 2029. Justement. Bon, parlant même de ce technocrate qui a été élu, hein, sinon nommé, voilà, à la présidence, enfin, à la primature, je veux dire, euh, il n'a aucun, il n'a aucune base politique.
Est-ce que vous pensez réellement qu'en ce moment, c'est ce dont le Sénégal a besoin? Si le président s'entoure des gens plutôt des gens qui ont de l'expérience technocratique, comme vous dites, ça veut dire plutôt il a besoin de leur savoir afin qu'ils puissent prendre de bonnes décisions. Et d'ailleurs, celui qui a été nommé Premier ministre, même si lui aussi était un politicien, mais pour sa carrière, j'ai entendu dire que c'est plutôt quelqu'un qui serait technocrate, comme vous dites. Mais l'avenir politique du Sénégal, ce ne sont pas des éléments qui vont manquer, que ce soit au sein du PASTEF ou que ce soit au sein d'autres partis politiques. Ce qu'on avait dit d'ailleurs, pardon, le président Bassirou Diomaye Faye, dans son bras de fer qu'il oppose à Ousmane Sonko, lui, il voudrait élargir son cercle, euh, sa coalition politique, la même du PASTEF. Ça veut dire, puisque le PASTEF est acquis, tout le monde le sait maintenant, désormais président de l'Assemblée nationale, c'est Bassirou Diomaye Faye cherche des alliances à l'extérieur du parti PASTEF, tout en restant membre du PASTEF, il veut quand même élargir le cercle d'influence, ce qui ne lui aura pas, qui ne va pas lui être facile, mais il aura eu le mérite de tenter. Et donc, l'avenir politique, ce ne c'est pas Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye, quel que soit le respect que je leur dois, mais ce ne sont pas les seuls politiciens du Sénégal. Avant eux, avant d'arriver au pouvoir du PASTEF, le Sénégal tout de même était dirigé. Donc, je pense que l'avenir du Sénégal, il ne faut pas s'en inquiéter. Il faut s'inquiéter plutôt de l'avenir politique des deux hommes qui ont engagé ce bras de fer à la tête du pays. Et je pense plutôt, c'est ce que je disais la dernière fois, que leur parti, le PASTEF, risque de perdre le pouvoir en 2029 en raison justement de cette rivalité qui est étalée au grand jour. Puisque d'autres forces politiques, je ne connais pas, euh, peut-être la force de l'opposition sénégalaise, mais il faudrait que l'opposition s'engouffre dans cette brèche justement pour essayer de chipper le pouvoir au PASTEF, puisque les dirigeants du PASTEF maintenant s'entre-déchirent ouvertement. Et la division n'a jamais fait gagner personne. Le Sénégal est aujourd'hui dirigé par, sinon gouverné par un président dont la majorité reste limitée, un premier ministre technocrate, comme on l'évoquait tout à l'heure, sans base politique, et un président de l'Assemblée nationale qui reste le leader le plus charismatique du pays. Alors, dans ce triangle institutionnel, que j'ai envie de dire inédit, qui gouverne réellement le Sénégal? Le Sénégal est aujourd'hui dirigé par le président de la République. Ce qui n'était pas le cas justement avant le limogeage d'Ousmane Sonko, puisqu'il faut se rappeler que l'essentiel du pouvoir de l'État est entre les mains du président de la République. Et justement, il a limogé son Premier ministre pour qu'il puisse reprendre la main sur la gouvernance du pays. Donc, c'est le président et son Premier ministre, même s'il est technocrate, qui gouverne le pays. Le président de la République, le gouvernement dirige le pays. Je disais tout à l'heure, justement, qu'ils détiennent les pouvoirs régaliens, comme la défense, comme la justice, comme la police, quand même comme les affaires étrangères, donc la diplomatie. Et donc, ce sont là l'essentiel du pouvoir. Et c'est entre les mains du président de la République et de son gouvernement. Ousmane Sonko, lui, détient le pouvoir législatif. Il a les capacités de bloquer l'action du gouvernement, ça c'est sûr. Mais lui, il ne gouvernait plus. Il gouvernait avant, il y a une semaine, mais maintenant il ne gouverne plus puisque justement, il a perdu son poste de Premier ministre. Vous parliez justement du manque de base politique du Premier ministre, mais également Oui. du président qui n'a pas pratiquement Il n'a plus de popularité, sinon.
Voilà, il popularité n'a pas de limitée. popularité, il n'a pas des députés qui lui sont favorables. Maintenant, je vois qu'à longueur de journée, les gens du PASTEF plutôt invectivent le chef de l'État, ce qui est quand même inouï. Mais dans tous les cas, jusqu'en 2009, c'est lui qui gouverne le pays. Même s'il peut y avoir des tentatives de blocage, mais c'est le président qui gouverne le pays, il ne faut pas se tromper. Évidemment, si en 2029, le président se présente à la présidence de la République, présente sa candidature et que Ousmane Sonko est investi également candidat du PASTEF à la présidence de la République, là, il n'y a pas photo. C'est Ousmane Sonko qui sera élu parce que les forces politiques ne sont pas les mêmes. Mais d'ici 2029, le pouvoir est entre les mains de Bassirou Diomaye Faye. On ne sait pas ce qui peut arriver d'ailleurs dans 3 ans. On ne sait pas comment est-ce que la recomposition politique peut se faire. Elle va difficilement. Mais jusqu'en 2029, le président s'appelle Bassirou Diomaye Faye et c'est lui qui gouverne le pays. Jusqu'en 2029, le président reste Diomaye Faye, mais est-ce qu'on ira jusqu'en 2029? Vu tout ce qui se dit également sur les réseaux sociaux, on voit là la rapidité avec laquelle Ousmane Sonko est passé de Premier ministre, sinon ex-Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale. On voit en tout ça un jeu politique dans ce sens où Ousmane Sonko peut-être va prendre la place du président à travers peut-être une destitution ou peut-être une démission du président. Est-ce que vous aussi, vous voyez également à ce qui se passe actuellement au Sénégal, ce jeu-là, ou ce qui se dit sur les réseaux sociaux, vous voyez également que c'est un jeu politique qui est instauré, permettre à ce que Ousmane Sonko devienne le président de la République avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Je ne crois pas que Ousmane Sonko va aller jusque-là. Peut-être il a des capacités de blocage. Il peut évidemment provoquer la destitution du chef de l'État ou la démission de celui-ci, mais j'espère bien, pour le bien du pays, qu'il n'ira pas jusque-là. Et puis, il faut aussi savoir, même si ce serait risqué de sa part, que le président également a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Tout à fait. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer de nouvelles élections. Mais ce serait risqué pour lui, puisque bien évidemment, le pasteur raflerait la mise encore une fois, et lui, il se verrait dans de mauvais draps. Mais que ce soit lui, ce n'est pas dans son intérêt de dissoudre l'Assemblée nationale, mais Ousmane Sonko non plus, je crois que son intérêt est de bien se préparer pour les élections de 2029 plutôt que de pouvoir provoquer le départ prématuré du chef de l'État actuel. Alors, d'un sujet à un autre, nous allons à présent aborder le sujet de la rencontre entre Lassana Kouyaté et le président Ibrahim Traoré. Vous qui nous suivez, vous êtes dans l'émission Regard sur l'Afrique, vous nous suivez sur la plateforme L'élan africain. Merci de toujours nous rester fidèles. Alors, euh, pour notre dernier sujet de ce soir, nous allons aborder cette rencontre. Eh bien, le 25 mai dernier, Lassana Kouyaté, négociateur en chef de la CEDEAO, a été reçu à Ouagadougou par Ibrahim Traoré, président des exercice de la Confédération des États du Sahel. Alors, cette visite s'inscrit bien évidemment dans une tournée qu'il avait déjà conduit, qui a déjà conduit bien sûr le négociateur en chef auprès de certains pays, présidents de la sous-région, à l'instar de Alassane Ouattara. Alors, les échanges entre Lassana Kouyaté et Ibrahim Traoré sont qualifiés de constructifs. Alors, eh bien, la rupture institutionnelle entre les deux blocs acte, est actée, voilà, voilà. Mais les partis explorent encore comment maintenir une coopération dictée par la géographie et les réalités comment dire, des populations. Alors aujourd'hui, que peut-on retenir? Est-ce qu'on doit s'attendre forcément à une réconciliation
Bien sûr, je parle de réconciliation parce qu'il y a une rupture entre les deux entités. Je vais parler de la CEDEAO et de l'AES. Doit-on s'entendre à une réconciliation ou juste une question ce sera juste une question de coopération? On va juste coopérer entre deux entités africaines. Comment est-ce que vous voyez cela? Euh, Ce que j'ai retenu en premier lieu, c'est cette volonté de dialogue. Et d'ailleurs, dans leurs déclarations respectives après la rencontre, les deux parties ont souligné la nécessité de garder toujours une fenêtre de dialogue. Et là, je pense que c'est positif. Avant même cette rencontre, j'avais noté la présence des délégations des trois pays du Sahel à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président béninois. Ça aussi, tout de même, c'est quelque chose à noter. C'est bien, c'est positif. Maintenant, pour cette rencontre entre Lansana Kouyaté, le négociateur, le médiateur, on dit médiateur ou négociateur? Hein? Le médiateur de la CEDEAO, Il se fait appeler les négociateurs. voilà, au Burkina Faso, d'abord, on a vu que le courant passait très bien, que les échanges étaient cordiaux. Là aussi, c'est quelque chose à souligner. Mais je ne sais pas, c'est moi qui me trompe, ou peut-être que j'ai mal suivi, mais lorsque la CEDEAO a nommé un négociateur, l'objectif principal était de faire revenir au sein de la CEDEAO les trois pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, au sein Tout de à la fait. CEDEAO, les trois pays qui ont claqué la porte en début de l'année 2025. Donc, ça veut dire, lorsque j'ai vu les déclarations après la rencontre, j'ai entendu dire qu'ils ont souligné la nécessité de coopération entre l'AES et la CEDEAO. Oui. En d'autres termes, il n'est plus question que les trois pays du Sahel, de l'AES, reviennent dans le giron de la CEDEAO. Et là, je pense qu'on peut faire un constat d'échec. Donc, ça veut dire qu'on va coopérer, on va garder une fenêtre de dialogue entre la CEDEAO et l'AES, on va essayer de négocier, toujours négocier, mais on n'a pas entendu dire que le Burkina Faso s'était engagé à redevenir membre de la CEDEAO. Et là, ça veut dire que l'objectif principal, tout de même, est raté. Et donc, on peut se dire, on peut constater que l'intérêt des deux organisations est de mieux coopérer dans l'intérêt, bien évidemment, des peuples respectifs, mais que pour les trois pays du Sahel, je crois d'ailleurs que le capitaine Ibrahim Traoré en avait parlé l'année dernière, que pour eux, il n'est plus question de revenir au sein de la CEDEAO. Et là, je pense que pour la CEDEAO, c'est déjà un échec patent, puisqu'on n'en a pas parlé. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu en parler parce que peut-être les négociations sont toujours en cours, mais si il a manqué quand même ce détail, qui est un détail important, c'est que peut-être les deux organisations veulent coopérer, avoir de bonnes relations du point de vue de la diplomatie, mais il on risque de ne plus voir le Mali, le Burkina Faso et le Niger membres de la CEDEAO. Et là, justement, pour les autres membres de la CEDEAO, je crois qu'on peut dire que c'est un échec. Un échec véritablement. Eh bien, lors des échanges, hein, euh, Ibrahim Traoré a donné des instructions éclairées selon Lassana Kouyaté, sans en préciser la teneur. Alors, que peut-on lire derrière cette formule diplomatique, des instructions éclairées? Mhm. Que peut-on véritablement lire à travers cette formule?
Ça veut dire tout simplement la conduite des négociations qui seraient toujours en cours selon les responsables des deux organisations. Ça veut dire que les négociateurs devront suivre la ligne tracée par le président burkinabé. Mais ce qui m'étonne un tout petit peu quand même dans tout ça, c'est qu'on a vu justement la rencontre s'est très bien passée. Ouais. Et les échanges étaient cordiaux, comme je le disais tout à l'heure. Là, c'est lors de la cérémonie, lorsque l'entretien officiel a eu lieu. Mm. Mais quand je vois les déclarations des responsables, surtout des trois pays du Sahel, lorsque ils sont seuls ou ils rencontrent d'autres partenaires, quand même, le ton n'est plus le même. Pas peut-être du côté du capitaine Ibrahim Traoré, mais disons, si on va au Niger et qu'on écoute le général Tiani, ce qu'il dit à propos des membres de la CEDEAO, on voit que le divorce est consommé, que on ne pourra pas de sitôt voir les membres du Sahel redevenir membres de la CEDEAO. Donc, ça veut dire qu'il y a le discours officiel lorsqu'il y a ces rencontres, mais quand on voit d'autres discours ou des interviews, surtout du point de vue, du côté, pardon, du général Etiani, on comprend que il y a une sorte d'inimitié énorme que peut-être il est très difficile de surmonter pour les échanges cordiaux entre les deux organisations. Bon, est-ce à dire que dans les jours, semaines, mois à venir, on verra un rapprochement ou juste il y aura des rapprochements de façade? Tout ce qu'on nous montrerait, c'est juste on le fait pour peut-être des intérêts communs, mais pour ce qui concerne le rapprochement concret, non, il n'y aura pas véritablement de rapprochement. C'est juste pour, j'ai envie de dire, le business, pour des intérêts économiques ou politiques peut-être. C'est peut-être des relations, je dirais, bilatérales. Parce que l'AES peut avoir des relations avec la CEDEAO. Là, c'est pas très compliqué. On va se voir, on va signer des accords. Là, ça peut se faire. Et je pense que ça va se faire. Ça se fera. Mais voir, par exemple, le Niger, pour ne parler que de ce pays, justement, puisque j'entends souvent le président Tiani, ce qu'il dit, voir le Niger entretenir de bonnes relations, par exemple, avec la Côte d'Ivoire, qui est un membre important de la CEDEAO, ce sera très compliqué. Sous la présidence du général Tiani, qui accuse la Côte d'Ivoire de façon publique de soutenir les rebelles, de vouloir déstabiliser son territoire, de vouloir d'être à la solde des puissances étrangères qui veulent justement déstabiliser la sécurité de l'AES. Je ne cite que la Côte d'Ivoire. Il y avait également le Bénin, mais c'était peut-être sous Patrice Talon. Et Oui. donc, je vois mal certains pays de l'AES entretenir de bonnes relations avec certains membres de la CEDEAO. C'est pour cela peut-être, au niveau des organisations, l'AES et la CEDEAO peuvent coopérer, ça va, ça peut aller, mais voir les pays membres de l'AES, de cette confédération des États du Sahel, et coopérer avec certains pays de la CEDEAO, ce sera très compliqué. Tant que ces pays seront dirigés par les pouvoirs actuels, militaires. Et justement, c'est ce à quoi je pensais tout à l'heure. Et une fois que peut-être on assisterait également à ce qui s'est passé au Bénin, si Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il y aurait du rapprochement avec le Niger, soit si le général Tiani n'est plus à la tête du Niger, c'est en ce moment qu'on verra un rapprochement à la tête de, voilà, on verra des rapprochements entre ces deux pays-là. Oui, ça veut dire justement qu'il faudrait attendre le changement de pouvoir. Mhm.
On vient de voir, par exemple, le changement de pouvoir au Bénin, mais on sait que Romuald Ouattara, le nouveau président, est un proche de Patrice Talon. Est-ce qu'il va changer de ligne diplomatique? C'est possible aussi, ça s'est vu ailleurs, mais est-ce qu'il va essayer de se rapprocher des pays du Sahel? Je ne sais pas, on verra dans les jours à venir. Et pourtant, ce serait très bien. Puis il essaie d'établir des contacts réguliers avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali, pourquoi pas, ça peut se faire. Mais en Côte d'Ivoire, justement, la Côte d'Ivoire qui entretient des relations très compliquées avec les pays du Sahel, ça va être compliqué de voir la Côte d'Ivoire se rapprocher de ces trois pays-là. Et donc, il faudrait également attendre le changement de pouvoir. Et on ne sait pas quand Alassane Ouattara va partir. Il vient d'entamer à peine un nouveau mandat pour 5 ans. Dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Et donc, c'est très compliqué, mais ce qu'on peut dire peut-être, ce qu'il faudrait souhaiter aux pays de la région, c'est d'essayer de privilégier les intérêts des peuples, parce que les peuples ont besoin que les dirigeants s'entendent. Un Togolais, un Nigérien ou un Burkinabé euh, n'ont pas à se chamailler pour des intérêts politiques dans lesquels ils ne sont pour rien. Ils ont besoin d'échanger, ils ont besoin de vivre en paix. Voilà. Et c'est justement cela, les intérêts des peuples qu'il faudrait que les dirigeants des pays du Sahel et les dirigeants de la CEDEAO essaient de mettre en avant. Plutôt que des C'est ça. querelles politiques qui, d'ailleurs, pour moi, n'arrangent personne. Et surtout si c'est les pays de la l'AES pensent que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Bénin sont à la solde de la France, forcément qu'il y aurait toujours des mésententes, sinon pour ne pas dire des incompréhensions. Et voilà, justement, c'est ça. Et puis, comme je disais aussi, il y a une sorte de manque d'harmonie entre les pays de la CEDEAO pour la ligne à suivre euh, avec les pays de l'AES. On a vu, par exemple, que les autorités togolaises, on en a parlé ici, que les autorités togolaises sont plutôt proches des pays de l'AES. Ce qui n'est pas le cas du Nigeria, ce qui n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire dont on parlait tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'il faudrait d'ailleurs qu'au sein de la CEDEAO également, il y ait un dialogue franc pour qu'ils essaient d'arrondir les angles, qu'ils harmonisent leur point de vue à propos des relations à avoir avec l'AES. Voilà. Eh bien, nous sommes presque, pour ne pas dire à la fin de cet échange. Alors, un résumé sur les trois sujets. Que peut-on retenir et que cela constitue également votre mot de la fin? Euh, pour les trois sujets qu'on a développés, Oui, euh, je pense que il y a d'abord le point positif, c'est que avec ce déplacement de Lansana Kouyaté au Burkina Faso, on a vu qu'il y a une volonté de dialogue. oui, Et s'il faut tirer du positif, justement, il faut voir de ce côté-là. Puisque même si on a évoqué les difficultés qu'il peut y avoir, mais au moins, comme l'ont souligné les autorités burkinabées, et d'ailleurs les déclarations également de la délégation de ce médiateur de la CEDEAO, les deux parties ont déclaré qu'ils ont convenu de garder une fenêtre de dialogue. Et là, justement, c'est très positif. Euh, et cela devrait inspirer les autorités sénégalaises, évidemment, qui en interne se tirent entre les pattes. L'exécutif, justement, on a vu que le Premier ministre a été limogé, qu'il a été élu aussitôt à la tête de l'Assemblée nationale, mais on note qu'il y a toujours des tensions persistantes au niveau, à la tête du pays entre ceux qui soutiennent Ousmane Sonko, qui sont très majoritaires,
et de rares politiciens qui soutiennent le président de la République. Il faudrait également, évidemment, aussi ouvrir cette fenêtre de dialogue et ce serait très important pour le Sénégal dans l'intérêt du peuple sénégalais. Et puis ce qu'on a dit également, je crois, c'était le Congo L'exemption du visa au qui a, Congo, oui. qui a supprimé les visas pour les Africains. Nous l'avons souligné, nous Ça va l'avons, rentrer en vigueur en 2027, précisément. oui, au début de L'année l'année prochaine, donc. 2027. Oui. C'est très important, mais encore une fois, ce qu'il faut déplorer, c'est que de telles initiatives ne se prennent pas au niveau de l'Union africaine ou au niveau d'autres organisations d'intégration sous-régionale. D'accord. Merci beaucoup, cher confrère Anissé. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que ceux qui nous suivent auront également leur mot à dire et qui se feront également en commentaire. Alors, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à partager avec nous, hein, vos avis sur les émissions que nous animons sur cette plateforme. Et n'hésitez pas également à partager même ces émissions autour de vous et également à liker. Voilà, ça nous ferait réellement plaisir. Eh bien, c'est la fin de cette émission Regard sur l'Afrique. Chers confrères ici, merci. Et merci à vous également de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Prudence. Excellent week-end à vous et à tous nos téléspectateurs. Merci. Pareil chez vous.